Bienvenue au Polysécure, épisode spécial Propolis. Cette année encore, je vais encore quelques interventions avec les gens qui sont dans ce programme-là. Je suis avec Mélissa. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour. Je m'appelle Mélissa Cancelier. Je suis d'origine experte en neurosciences et en cyberpsychologie. Et j'ai le privilège de faire partie du programme Propolis en développant une start-up en cybersécurité dont on parlera. Oui, et justement, quelle est ta start-up? Ça a un lien avec l'humain, fait que j'aime beaucoup ça. Fait que je vais te laisser commencer à présenter ça. Bien sûr. Alors, ma start-up, en fait, c'est un jeu qui traite du facteur humain en cybersécurité. Et l'idée, justement, c'est d'amener ce facteur humain aussi bien dans le contenu qui est traité que dans la manière dont on envisage l'expérience des utilisateurs. Ça ressemble à quoi exactement ce jeu-là? Et en quoi il est plus intéressant que ce qui est déjà disponible sur le marché pour la sensibilisation? Du coup, ça me ramène en fait à mon parcours. C'est-à-dire qu'à la base, donc moi j'ai une formation en neurosciences, en sciences cognitives, et puis j'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur de recherche en neurosciences à Oxford. Puis comme je dis toujours, j'en ai marre de couper des têtes de rats. Bref, je suis rentrée à Paris. Et puis je suis passée par une école de commerce HEC à Paris. Et à l'époque, l'idée, c'était un peu d'ouvrir les chakras et puis de voir un petit peu toutes les possibilités que je pouvais avoir sans faire de sacrifices animaux, mais tout en valorisant les neurosciences. Et à ma grande surprise, j'étais assaillie par les acteurs technologiques. Donc ça, c'était il y a 14-15 ans. Et puis finalement, c'est vers le jeu vidéo que j'ai été. Honnêtement, parce que je me suis dit, ça va être rigolo. Et ça l'a été. Et donc, ça fait plus de 14 ans maintenant que j'erre dans le secteur du jeu vidéo. J'ai fait 7 ans et demi à Ubisoft, au siège à Paris. Puis j'ai travaillé ici à leur plus grand studio de production à Montréal. Puis j'ai travaillé aussi après chez d'autres acteurs jeux vidéo, je pense à Missplay. Et puis j'ai eu d'autres clients aussi quand j'étais indépendante en jeux vidéo. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point en divertissement, l'exigence de la qualité d'expérience, c'est pas simplement quelque chose qui est nécessaire en plus de tout le reste, c'est le cœur du modèle d'affaires. C'est-à-dire que même si on va au Cirque du Soleil, si la qualité d'expérience n'est pas bonne, si on comprend pas les numéros, si on voit pas, il n'y a pas d'expérience. C'est-à-dire que c'est le cœur du modèle d'affaires. C'est ce qu'on vend. On vend du bon temps. Et donc, ça m'a amené à envisager la qualité d'expérience dans plein de domaines, en essayant justement d'utiliser tout ce qu'on connaissait sur le cerveau pour s'assurer qu'on était capable d'avoir des expériences qui étaient à la fois intuitives, accessibles et engageantes. Et en traitant du facteur humain, le domaine de la cybersécurité m'a beaucoup intéressée quant aux défis, parce qu'il y en a de plus en plus. Et donc, j'ai cherché pendant longtemps des spécialistes du facteur humain en cybersécurité. Et puis, j'ai pas forcément trouvé des personnes qui avaient un background en neurosciences et qui étaient justement capables de mettre cette expertise à profit en cybersécurité. Et c'est donc ça qui m'a amené à non seulement offrir des formations, le facteur humain en cybersécurité, et ensuite de me rendre compte et puis pour avoir vécu aussi les formations existantes un peu génériques, de me dire, mais je crois que c'est pas comme ça qu'on apprend le mieux. Enfin, pour avoir travaillé dans beaucoup de tutoriaux dans les jeux vidéo, c'est-à-dire toute la phase qu'on dit onboarding. Donc, c'est la première heure de jeu. Et cette première heure de jeu-là, il y a énormément d'emphase sur la qualité d'expérience, évidemment sur le reste du jeu, mais celle-là, elle est vraiment surveillée à la minute, voire parfois moins de la minute près. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, les jeux vidéo, on peut commencer gratuitement.
désinstaller dès qu'il y a une petite une friction. Et donc, la qualité d'expérience, c'est encore pire que le Cirque du Soleil, parce que le Cirque du Soleil, une fois qu'on y va, on peut, au moins on y est, on peut partir, mais c'est avec beaucoup d'engagement. Alors que juste un clic pour désinstaller un jeu, c'est radical et en même temps, c'est immédiat. Et donc, c'est cette exigence au niveau de l'engagement et ces connaissances sur la qualité d'expérience apportées par les neurosciences dans des onboardings où on doit aussi bien motiver que faire apprendre, que ce soit les contrôles, que ce soit l'histoire, que ce soit d'autres, on va dire, la compréhension de systèmes qui régissent le jeu, qui m'a amené à vouloir faire profiter de cette expertise-là au domaine de la sécurité, parce que, comme beaucoup, j'ai été dans des milieux où les employés dont je faisais partie, quand ils étaient confrontés aux formations de cybersécurité, c'était en x4, avec Netflix à côté, voire jouer à côté. Enfin, c'était vraiment pas vécu comme quelque chose de transcendant pour beaucoup de personnes. Et Mindlock, l'idée, c'est de relever un peu le défi d'avoir une expérience engageante d'une part et qui traite du facteur humain d'autre part, en faisant des neurosciences un levier de qualité d'expérience comme de transmission d'expertise. C'est très intéressant. On se parle notamment parce que je suis déjà emballé par le projet que tu portes, du fait que j'ai souffert moi-même les déserts de formation, de sensibilisation, parce que même si je travaille dans le domaine, je me fais imposer ce même traitement-là que les autres. Et tant qu'à faire souffrir les autres, on va faire souffrir les gens en cyber aussi, fait qu'on y passe. Et clairement, on ne comprend pas le message parce qu'on n'a pas rien changé de ces stratégies-là qui datent de probablement les 20 dernières années. Là, plus loin je me souviens, il y a 20 ans, on faisait cette espèce de slide de PowerPoint. Il nous dit c'est mal, faites attention, là. Puis justement, tu mets le plus que tu passes, puis tu te dépêches à passer au travers le plus que tu peux, puis tu essaies de répondre au mieux que tu peux les pseudo-questions pour valider si on a bien maîtrisé, mais dans le fond, il valide rien, fait que tu fais juste essayer de passer à travers, puis tu ne passais pas. C'est mon expérience depuis les 20 dernières années de formation en cyber, puis je suis dans le domaine, là, fait que j'imagine là, déjà que je trouve ça détestable et j'aime pas ça, les humains normaux qui n'y comprennent pas nécessairement le pourquoi doivent souffrir un martyre infini là, par rapport à ce genre de choses-là. Là. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que là, que ce soit dans toutes les entrevues que j'ai pu avoir dans le cadre du projet Mindlock, ou que ce soit dans mon expérience professionnelle, notamment avec des formations erreurs humaines en cybersécurité, la cybersécurité, c'est vécu par des personnes qui ne sont pas dans le domaine comme quelque chose d'austère, pas prioritaire, et où quand on parle éventuellement d'ingénierie sociale, on est toujours regardé à quoi ça ressemble quand c'est utilisé. On ne parle pas de comment nous, on fonctionne. Comment nous, on fonctionne pour faire des erreurs humaines, c'est beaucoup moins abordé. Et cette question-là, aujourd'hui, elle est essentielle en cybersécurité parce que l'erreur humaine, c'est encore un gros trou dans la raquette. Mais force est de constater que la cybersécurité, c'est un domaine aujourd'hui qui a des défis qui sont multiples, nouveaux, de domaines extrêmement différents. Donc moi, de ma fenêtre, quand j'essayais de trouver c'est qui le neuroscientifique qui s'occupe de la cybersécurité, c'était un peu c'était en espèce de void solitaire. Mais par contre, ce qui devient très 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 intéressant, c'est justement de pouvoir apporter aujourd'hui cette expertise-là, puis de se dire le facteur humain, quelque chose dont les professionnels disent que c'est difficilement contrôlable. Ça évidemment on maîtrise pas, hein. Voire on mesure pas. En fait, si. Mais par contre, ça requiert d'avoir accès à des expertises qui traditionnellement n'avaient pas pignon sur rue, on va dire, dans le domaine de la cybersécurité. Et c'est ça aussi qui change la donne. Oui, puis c'est important parce que, puis ça, je pense qu'il n'y a aucun doute, puis je ne me gênerai pas pour le dire, mais on est très mauvais en communication en cyber. C'est vraiment pas une sphère qu'on a maîtrise soit à l'école, soit peu importe, où ça n'attire pas des gens qui sont naturellement bons en communication. Ça va attirer des gens qui, justement, à l'opposé, ne sont pas très bons en communication. Donc, ça a cet attrait-là pour ce type de personnes-là. Et pourtant, on doit transmettre notre connaissance au plus grand nombre possible, puisque c'est rendu
maintenant, plus que jamais, un problème sociétal dans lequel on est, puisqu'on est tous numériques maintenant. La COVID nous a forcé, si on n'a pas eu de 5G de mis dans le vaccin, mais maintenant, on vit technologiquement, on ne peut plus s'en séparer. Tous les services ont été transférés et ils ne veulent plus retourner en arrière. Donc, on est dans un espace social numérisé de force, malheureusement, et avec beaucoup de gens qui n'ont pas la compréhension de ce que c'est. Parce que c'est des symboles nouveaux, c'est un univers nouveau. Puis même moi, comme un vieux routier là-dedans, je commence à bougonner quand on change mon bouton de place. Je commence à crier après les nuages quand mon bouton n'est pas à la même place. Je suis déjà en train de me transformer en vieux bougon, là. Mais c'est ça, la cybersécurité évolue beaucoup. Et puis, il y a la sphère professionnelle dans laquelle on peut avoir accès pour protéger l'organisation. Mais il faut comprendre aujourd'hui, comme tu disais justement, en fait, on est numérisé, si j'ose dire. Et en fait, comprendre les enjeux de cybersécurité parce qu'on est confronté à, on va dire, la cybersécurité d'une organisation, c'est aussi comprendre comment se protéger soi en tant qu'individu, comment protéger mieux sa famille, ses proches, parce que les limites sont poreuses aujourd'hui avec le numérique. Et c'est ce que fait le numérique, c'est que on le voit dans d'autres domaines, que ce soit la défense, que ce soit la santé mentale, que ce soit l'éducation. On voit que le numérique, il vient brouiller des frontières, il vient en tout cas éclater des frontières pour faire en sorte qu'il doit y avoir des expertises différentes qui se rejoignent pour traiter d'un même problème. Là où, de manière plus traditionnelle, on va dire, c'était les limites entre les domaines étaient plus hermétiques, en tout cas plus facilement distinguables. Le numérique, aujourd'hui, quand on parle même de souveraineté numérique, c'est un enjeu à la fois de défense, un enjeu à la fois technologique, c'est un enjeu à la fois citoyen, c'est un enjeu de tout. Enfin, on vote au bout de nos doigts. C'est-à-dire que d'une certaine manière, oui, on vote avec notre bulletin de vote, attention, c'est important. Mais aujourd'hui, avec au bout de nos doigts des centaines de fois par jour, on va soutenir des entreprises qui soutiennent des systèmes et des courants idéologiques, etc. Et c'est ce que fait le numérique qui vient brouiller les frontières. Et particulièrement en cybersécurité, aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, les défis sont énormes. Ils sont de nature de plus en plus différente, de plus en plus variée. On ne peut plus simplement se baser sur, on va dire, les solutions techniques. Quand il y a eu des statistiques comme dans le rapport du World Economic Forum qui date de 2022 ou 2023, mais bon, si la vaste majorité, on va dire, des cyberattaques sont tracées à l'erreur humaine, oui, ça veut dire que la technologie peut-être fait déjà très bien son travail, mais comme on va dire, ces statistiques-là, à l'heure où on parle aujourd'hui, l'erreur humaine, ça reste encore un problème majeur. Bah, ça veut dire qu'il faut quand même des spécialistes du facteur humain, d'une certaine manière, qui arrivent en cybersécurité. Absolument. Je vais parler un peu d'ingénierie sociale. Les attaquants le savent. C'est ça aussi qui est troublant parce que du côté des défenseurs, on est en train de prendre, ton projet en fait partie de cette prise de conscience que l'humain a un rôle très important. Les attaquants l'ont compris il y a longtemps. Eux s'en prennent déjà à l'humain en invoquant notamment un certain nombre de boutons qui sont universels chez tout le monde et qui vont susciter des réactions qui sont prévisibles. Et dans l'occurrence, eux ont compris que certaines réactions menaient à des actions qui étaient favorables financièrement pour les malveillants et malheureusement pas pour les personnes qui se font avoir dans ce piège-là. Et c'est un très très bon exemple. Et ça nous ramène visiblement à cette question. C'est-à-dire aujourd'hui, les cybercriminels, c'est pas simplement c'est pas que Mister Robot avec le prodige tech en hoodie noir dans son basement. C'est-à-dire c'est ça aussi, c'est cette représentation-là qu'il faut savoir dépasser, aussi bien dans le domaine de la cybersécurité pour savoir s'entourer de personnes différentes pour répondre à des enjeux qui sont différents. Comme je dis, c'est-à-dire que s'il y a un problème de plomberie, on peut appeler son maçon, on peut aussi appeler un plombier. Donc pour traiter du facteur humain, oui, il y a les expertises en cybersécurité telles qu'on a toujours connu la cybersécurité depuis longtemps et c'est absolument nécessaire. Je ne suis pas en train de faire une opposition.
Mais simplement, il faut créer du lien et il faut amener des expertises différentes. C'est d'ailleurs ce qu'avait compris le jeu vidéo et l'informatique. Quand Apple, juste pour la petite parenthèse, Apple, dans les années 90, se disait il faut qu'on ouvre le marché de l'ordinateur personnel. À l'époque, pour ceux qui étaient là, on avait des ordinateurs qui venaient avec des modes d'emploi qui avaient l'épaisseur d'une Bible, mais grand format, avec des grosses spirales en plastique, tout écrit en noir et blanc. Donc, soit fallait être expert et, dans tous les cas, potentiellement prendre des jours de congé pour pouvoir apprivoiser sa nouvelle machine qu'on avait payé un bras. Et c'est quand Apple s'est dit, pour ouvrir le marché, il faut que ce soit accessible à beaucoup plus de personnes. Ils ont choisi donc de se débarrasser des modes d'emploi et de créer ce qu'on appelle des interfaces intuitives. Intuitif, c'est pas intuitif à faire. Il faut simplement comprendre ce qui se passe sous le niveau de conscience. Et donc, ils ont embauché Don Norman, qui était un expert en sciences cognitives, neurosciences, et ils ont monté le département d'architecture de l'information. Et plus tard, ce Don Norman, qui est toujours vivant aujourd'hui, c'est on va dire le papa, si j'ose dire, de ce qu'on appelle l'UX, l'expérience utilisateur. Parce que traiter du facteur humain, c'est pas simplement on aime l'humain d'abord. Oui, très bien. Mais au bout d'un moment, il faut savoir faire autre chose qu'une intention et savoir l'appliquer. Ça demande de connaître l'humain et la manière dont l'humain traite l'information. Et ça passe forcément un moment par sa psychologie, donc le cerveau. Oui, puis c'est intéressant que tu prennes l'exemple d'Apple parce que c'est eux autres aussi qui sont arrivés avec le iPhone en 2007 et qui a justement révolutionné l'univers à ce moment-là où on est basculé d'un téléphone dit intelligent avec un clavier physique et tout, BlackBerry, à l'appareil qu'on a maintenant, qui est la norme. En 2007, ils ont basculé la norme et de là, ils ont invoqué beaucoup d'éléments intuitifs ou d'éléments qui sont naturels pour les gens en mettant des images ou en utilisant des visuels qui rappelaient le monde réel. Sceuomorphisme, en tout cas, je ne me prononce pas bien, mais l'espèce de façon d'avoir des choses en cuir ou en papier sur un écran est une façon de rappeler et tranquillement d'amener les gens à s'adapter et progresser vers le nouvel univers numérique dans lequel eux ont apporté notamment. Là. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il a fallu comprendre on va dire aussi bien la manière dont les gens se représentaient des éléments, des outils. Et puis, voilà, c'est pour ça qu'on a parfois encore des disquettes ou ce qui ressemble à une disquette pour enregistrer, alors que ça n'a plus personne n'a de disquette. Mais en fait, on se réfère à une représentation qu'on a de ce que c'est qu'un enregistrement. Et en fait, c'est une des manières, en tout cas, de s'intéresser à la psychologie, on va dire, des utilisateurs. Et pour ça, c'est pas simplement, on va dire, une prouesse technologique. On est simplement dans une empathie scientifiquement prouvée des mécanismes de la psychologie d'autrui, d'une personne. Et l'ingénierie sociale, c'est ça. C'est-à-dire que les cybercriminels, c'est pas que des prodiges tech, non. Il y en a juste qui savent juste bien se foutre de la gueule du monde. Et l'idée, c'est d'amener les gens à comprendre ça au même titre qu'on dévoile un tour de magie, c'est-à-dire leur rendre visible ce qui ne leur est pas visible, et puis dépasser aussi cette espèce de, je pense, on va dire, de préjugés, d'impression que ça n'arrive qu'aux autres, et je suis pas assez bête pour me faire avoir. C'est pas une question d'intelligence là, c'est une question de vigilance intellectuelle aujourd'hui. Et c'est ce discernement, à mon sens, qui a du sens pour le monde d'aujourd'hui et celui de demain, que ce soit en cybersécurité de manière très urgente, qu'ailleurs dans la société avec la technologie. Tu as amené un point intéressant, l'humilité ou l'arrogance qui sont opposés. Et pour l'attaquant, quand on a un utilisateur arrogant, c'est une cible parfaite parce que lui va nécessairement tomber dans le piège parce que lui ne peut pas admettre qu'il va tomber dans un piège. Donc, dès lors, il n'est pas capable de voir le piège. Donc, il est plus grand quand la personne naturellement plus humble ou ne peut admettre facilement qu'elle ne maîtrise pas quelque chose, va être étonnamment beaucoup plus vigilante face à des situations anormales
qui sort du régulier ou qui interpelle ces émotions fortes. Là, c'est facile en ingénierie sociale, c'est l'urgence qui est généralement utilisée, Absolument. qui est le bouton classique chez l'humain. Une personne qui est plus humble va avoir tendance à se poser plus de questions face à une situation qui est anormalement urgente qu'une personne qui est plus arrogante ou non, je me ferai pas avoir. Puis ils vont se faire avoir tout de suite. Là. Ouais, absolument. On va dire que l'arrogance, d'une certaine manière, est aujourd'hui une vulnérabilité cyber. Je pense on pourrait le dire comme ça. L'arrogance, le fait d'être... En fait, on va dire ces états émotionnels, ou en tout cas ces perceptions, l'arrogance, la colère, la peur, qui est liée aussi à ce sentiment d'urgence. Parfois, c'est lié à ce qu'on appelle le biais d'autorité, les fameuses fraudes au CEO, au président. On va dire toutes ces manières soit de se comporter ou malheureusement de percevoir le réel, ou même de simplement ressentir à un moment donné, nous rendent vulnérables. On n'est pas aussi facilement manipulable que quand on est quelqu'un qui se met facilement en colère. On n'est pas aussi facilement manipulable que quand on est quelqu'un d'arrogant. Il faut comprendre ça, qu'en tout cas, scientifiquement parlant, c'est juste on va dire, des boulevards pour se faire manipuler que d'être arrogant parce qu'on a surconfiance. Donc on n'a pas de vigilance parce que de toute façon, on sait tout. Et c'est à ce moment-là qu'on devient vulnérable, parce que c'est cette espèce de conscience et d'humilité intellectuelle est justement celle qui nous amène à réfléchir. Oui, puis une autre chose que tu as dit qui m'a accroché, puis j'ai beaucoup aimé, le fait de parler de l'empathie. Parce que quand on parle d'empathie, c'est smooshy, c'est humain, c'est ça. Ça n'a rien de scientifique, et pourtant, c'est un champ qui a été énormément étudié, notamment dans ce que tu as eu à faire. Et ton champ d'études et ton champ professionnel nous amènent énormément, parce que l'empathie, c'est plus que le lien entre deux humains, c'est la capacité de voir comment l'humain interagit avec l'autre, donc dès lors de comment on peut jouer là-dedans positivement ou négativement. Là. Oui, absolument. C'est-à-dire que l'ingénierie sociale, d'une certaine manière, c'est une empathie avec une mauvaise intention derrière, avec l'intention de nuire. Mais ça reste la capacité à anticiper, à se mettre à notre place, si j'ose dire. Sauf que aujourd'hui, si on est capable d'avoir une empathie non seulement vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis des autres, on est beaucoup moins vulnérable. Et que ce soit en cybersécurité ou ailleurs. L'empathie, ça peut être vu comme... parfois une faiblesse, ça peut être vu comme oui, les femmes sont plus empathiques, etc. Je pense que peu importe, en fait, aujourd'hui, l'empathie, c'est à la fois ce qui est puissant pour se faire engager dans les expériences numériques. C'est-à-dire que de manière très concrète, ça fait 14 ans que je gagne ma vie à être empathique. C'est-à-dire à essayer, mais vraiment, c'est-à-dire utiliser les neurosciences pour concevoir des expériences intuitives, engageantes, essayer aussi de sensibiliser les gens, puis de me mettre dans leurs chaussures pour leur transmettre des concepts neuroscientifiques de la manière la plus simple possible. Cette empathie-là, elle est aujourd'hui exploitée. Enfin, c'est un objet d'exploitation, on va dire, d'une partie de la population. L'idée, c'est de rétablir un petit équilibre, puis de se dire... Et si nous, en fait, on était capable d'avoir au moins l'empathie envers nous-mêmes, ne serait-ce que pour se protéger. Et puis, je crois aussi que ce que ça peut amener, c'est aussi cette espèce de temps d'arrêt dans ce discernement, c'est le choix. Parce que les expériences intuitives, peu importe les intentions, mais des expériences intuitives, quand on aime, c'est fluide, etc., c'est bien, cette espèce de confort perçu, c'est des choix qu'on nous enlève aussi. Parce que c'est fluide, donc on se laisse porter. Mais c'est des choix qu'on nous enlève dans l'expérience numérique. Et puis, si on s'imagine arrogant et qu'on n'en ait pas conscience, on se laisse un peu porter par des préjugés, on ne regarde pas trop à côté, on se laisse un petit peu porter, comme ça on est dans son espèce de confort intellectuel, finalement, avec une attitude arrogance. Et c'est là justement où en fait on se prive
du discernement, on se prive du choix qu'on peut faire, on se prive d'identification, de la détection d'un risque et justement d'une réaction qui va nous protéger. C'est aussi ça que ça amène, le fait de pouvoir se comprendre. Et aujourd'hui, c'est essentiel. Et l'idée, c'est justement, avec le projet Manlock, de rendre ça intelligible, c'est-à-dire intuitif et engageant, quelque chose qui va amener une conscience. Puis c'est bien que tu reboucles sur ton projet. C'est essentiellement ça, commencer à donner des outils, par ton approche de neurosciences, mais aussi d'éduquer les gens à comprendre leur propre intériorité. Oui, c'est ça. Pour moi, forcément, le cerveau, c'est fascinant. Ça m'éclate. C'est ce que je mange en hiver, comme on dit. Et l'idée, c'est de pouvoir partager, on va dire, pas simplement une passion, mais une expérience amusante pour une conscience numérique. Et puis, j'ai envie de dire même une conscience qui peut porter ses fruits dans d'autres sphères de la vie d'aujourd'hui. Et vraiment, l'idée, c'est d'amener les gens à se comprendre eux-mêmes, parce que le cerveau, c'est, à mon sens, la cible première de l'ingénierie sociale, évidemment, et même d'autres, on va dire, pièges du numérique. C'est la cible, c'est le cerveau. La cible de la cyberdépendance, c'est le cerveau. La cible des problèmes de comparaison sociale sur les réseaux, c'est le cerveau, etc. Donc, c'est à la fois la cible première de tous les pièges technologiques, même avec l'intelligence artificielle. Le risque, c'est quoi ? C'est que du coup, le cerveau, c'est comme un muscle. Hein. Si on n'en fait rien, il devient rien. Donc le risque, c'est quoi ? C'est que en étant paresseux intellectuellement, on soit même plus capable de maintenir, j'aime même pas dire développer, maintenir nos compétences intellectuelles et développer davantage nos compétences humaines. Aujourd'hui, est-ce qu'on a plus peur de l'avancement de l'IA que l'extinction, c'est un peu brutal, mais qu'on va dire que de l'altération de l'intelligence humaine, c'est la question. Tout ça pour dire que le cerveau aujourd'hui, c'est la cible première des pièges du numérique. Et en même temps, parce que justement, pour moi, c'est le fameux petit buisson du désert là, qui est amené par le vent quand j'essaie de trouver d'autres expertises neuroscientifiques dans certains domaines numériques. C'est aussi l'arme, en tout cas la protection la plus sous-exploitée. Et comment ton projet va articuler ça? J'imagine que la formation ne sera pas sec comme on était habitué de faire. Au secours. Non, je vais pas reproduire ce qui m'a fait souffrir. J'ai décidé de casser le cercle. En tout cas, il se trouve que j'ai été... je suis persuadée qu'il y a des formations de qualité. Et il y a aussi... il y a des acteurs qui essayent d'apporter de la gamification et c'est super de voir qu'il y a de ces initiatives-là. Il faut aller beaucoup plus loin. De mon côté, je vais essayer justement de servir ce qui a servi les plus grands, en tout cas de grands acteurs, et de le mettre au service de la cybersécurité. J'ai eu le privilège, on a dit, de travailler chez Ubisoft, de travailler sur des jeux, je pense, comme Assassin's Creed, des jeux comme de très gros jeux. J'ai eu le privilège de travailler chez Samsung, j'ai eu le privilège de travailler chez Mistplay, qui était à l'époque l'une des startups les plus qui croissaient le plus au Canada et qui était à Montréal. Et l'idée, c'est vraiment d'aller... puis j'ai continué aussi à travailler pour d'autres jeux. Je pense à Sound of Midnight, qui est un jeu Microsoft, Compulsion Game, qui est excellent. L'idée, c'est d'aller mettre cette expertise pour ce qui n'est pas du temps cigarette, comme le disait Yves Guillemot avant, quand il voulait rendre les jeux vidéo avec une fin et donner des contenus historiques dans Assassin's Creed. Mais là, c'est plus que ça. C'est pas simplement donner du temps de qualité, c'est donner une protection. C'est les gestes qui sauvent un peu, mais de les apporter au travers d'une expérience qui a la qualité qu'on peut lui donner parce qu'il y a cette expertise-là qui est intégrée. Donc, on n'est pas sur des contenus secs, on est sur des contenus qui sont personnalisés. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui manque parfois en cybersécurité, c'est qu'on a tous la même formation. Donc forcément, si ça fait 4 ans qu'on est dans la même entreprise, bon, allez, s'il y a une capsule qui change par an, déjà, on est chanceux. Donc, c'est aussi ce que je peux constater sur le terrain. Hein. Il ne s'agit pas de critiquer, mais je pense qu'il s'agit vraiment d'aller mettre cette expertise-là au service d'un domaine
qui malheureusement n'y a pas eu accès parce que c'était peut-être pas nécessaire, fut un temps, mais aujourd'hui, l'urgence est telle que ça m'appelle beaucoup. Il y a l'urgence, puis les habitudes des gens ont changé depuis. On est aussi beaucoup plus exigeant. Tu mentionnais dans les jeux vidéo, à une époque, on était très peu exigeant en termes d'expérience. Là, ça a changé. La même chose pour la consommation d'à peu près tout et n'importe quoi maintenant est très exigeant. Si dans les premières secondes, on n'est pas sollicité, on n'est pas engagé, on décroche très rapidement. C'est un jeu, les gens vont le désinstaller rapidement ou vont juste le laisser mourir parce qu'ils vont cesser de l'utiliser. C'est la même chose en cyber, surtout un contenu qui est fondamentalement sec, qui doit être humidifié et intéressant. Donc c'est un défi qui est particulièrement intéressant. Ouais, je vais humidifier, donc c'est la première fois que j'entends ça, mais écoute, mais c'est vrai que on a voilà, c'est sûr, c'est perçu comme austère et ça va beaucoup plus loin. C'est comme tu dis, c'est même plus de l'impatience, c'est qu'aujourd'hui, même à un clic près, on sait que si on regarde Amazon, on sait que acheter en un clic, parce que s'il y a 2 clics, il y en a moins qui le font. Enfin, c'est-à-dire que la barrière à l'entrée, elle est extrêmement basse. C'est-à-dire la notion d'effort, c'est pour ça qu'on parlait d'expérience intuitive. C'est qu'on ne parle pas d'aller remplir un formulaire de plus ou même écrire quelque chose en plus. On parle de cliquer sur quelque chose qui a quelques fractions de secondes. Rien qu'à penser aujourd'hui la manière dont on vend des appareils. On vend de la rapidité de chargement. Mais regardez la vitesse à laquelle aujourd'hui une page Internet se charge dans la plupart des grandes villes qui ont un réseau téléphonique. Eh ben non, c'est pas assez vite. Donc on vend cette vitesse-là, elle représente encore de l'intérêt. Et aujourd'hui, c'est justement l'idée, c'est de mettre cette qualité d'expérience, mais sur quelque chose qui va pas être simplement gagner de l'argent pour garder les gens engagés, etc. C'est d'avoir un modèle où on apporte de la valeur, on apporte une meilleure conscience, c'est-à-dire qu'une expérience qui est qualitative et dont les gens ressentent plus conscients d'eux-mêmes et plus préparés, moins vulnérables vis-à-vis des cyber-risques. Et il y a un autre point qui est extrêmement important, c'est la récurrence. Le cerveau ne peut pas construire des bonnes habitudes, apprendre quelque chose qui s'ancre dans le quotidien. Ça se fait pas en one shot. Ah si, s'il y a un traumatisme, c'est pas ce qu'on veut. Donc, l'idée, c'est d'apporter aussi une récurrence. Une fois par an, c'est illusoire d'attendre des personnes qu'ils aient... Ou alors, il faudra les choquer. C'est-à-dire leur mettre quelque chose d'extrêmement choquant. Bon, j'ai jamais eu une formation de cybersécurité choquante. J'ai une fois une formation choquante. D'ailleurs, c'était pour justement les expérimentations animales. On arrive, je me rappelle à Oxford, on nous met un casque audio et puis on nous met un son mais qui nous casse les oreilles, mais un truc douloureux. Puis quand on enlève le casque, on dit « Ok, ça, c'est quand vous avez des clés dans votre poche, dans un laboratoire, c'est ce qu'entendent les rongeurs. » Bon, ça calme tout le monde. C'est pas ce qu'on veut en cybersécurité. C'est-à-dire qu'on va pas traumatiser les gens, pas leur faire mal. Par contre, on peut amener de la récurrence. Encore faut-il que cette récurrence, elle soit motivée. Et c'est là où une expérience qualitative et engageante a son intérêt. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller rendre les gens cyberdépendants, puisque de toute façon, dans Mindlock, on a d'énormes précautions vis-à-vis de ça. Puis par ailleurs, on s'adresse aux employés. Le but, c'est pas de dire, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de cyber-risque, puisque de toute façon, ils travailleront plus, ils seront sur notre jeu. Donc non. Donc tout ça est évidemment verrouillé en amont, mais par contre, l'idée, c'est de dire, on va essayer d'engager les personnes parce que on se met à leur place, en fait. Qu'est-ce qui ferait que j'ai envie d'aller voir ça? Qu'est-ce qui ferait que j'apprends sur moi-même? Ça peut engager les gens. Rien qu'à voir même à quel point la personnalisation elle peut être intéressante, même sur des expériences potentiellement futiles. Je pense à tous les tests qu'on peut trouver sur les réseaux. Je prends un truc au hasard. Quel personnage Game of Thrones êtes-vous, quoi? Bon, on voit que les gens, à partir du moment où on leur donne quelque chose d'un peu plus personnalisé, ça les engage. Et puis alors après, ils partagent parce qu'ils sont fiers. Donc, il y a des motivations dans le jeu qui peuvent on va dire, trouver leur application dans des mécaniques, etc., qui amènent un certain intérêt. L'idée, c'est d'amener cette qualité-là pour les gens. Oui, on va arrêter là cette fois-ci. C'est un partage super intéressant.
Merci. Très passionnant aussi. Puis on a beaucoup échangé avant aussi. C'est un peu pour ça qu'on doit terminer peut-être plus rapidement parce qu'on a trop parlé avant. Mais ça, c'est ma damnation. Merci énormément de ton partage. Puis je pense qu'on va devoir reparler parce qu'on a juste effleuré le sujet. Très, très intéressant. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. We gonna